Et salutations! Dans la précédente vidéo, on a dit que le cœur de notre programme correspondait à ça. C'était un peu expéditif. Alors dans cette vidéo, on va parler de façon très légèrement moins expéditive, pour ensuite pouvoir apprendre nos premiers mots en x86-64. Alors déjà, on a un segment qui contient entre autres ce qui était la section data et la section BSS. Dans la section data, on va retrouver les données initialisées, c'est-à-dire en gros, dont la valeur initiale est connue à la compilation. Donc par exemple, static int toto égale 5. Dans la section BSS, on va retrouver les données non initialisées. C'est typiquement ce genre de section où on va voir que la taille sur disque est différente de la taille en RAM. En général, les variables non initialisées dans le code vont potentiellement se retrouver initialisées à 0 à l'exécution. Et quand bien même elles ne le seraient pas, il leur faut de la place pour être modifiées ensuite pendant le runtime. Pour autant, sur un disque, on n'a pas besoin de stocker un tas de 0. Donc là par exemple, on peut avoir static int kk. Enfin bref, les sections data et BSS contenant des données et non du code à proprement parler, elles vont être dans un segment sans droit d'exécution. Par contre, comme il faut pouvoir lire mais aussi modifier leur contenu, le segment aura les droits de lecture et écriture. En revanche, on peut aussi avoir des données qu'on a seulement besoin de lire. Et bien c'est pas compliqué, on a la section ROData pour Read Only Data, qui va se retrouver dans un segment en lecture seule. Vous savez aussi ce qui n'a pas besoin d'être modifié? Le programme. Par contre, il a besoin d'être lu et exécuté. Donc il sera dans un segment avec les droits de lecture et d'exécution. Et comment s'appelle la section qui traduit ça et qu'on va analyser pour apprendre à parler de x86-64? La section .code. Non, je plaisante. C'est la section .prog. Non, je plaisante encore. C'est la section .text, comme son nom ne l'indique pas. Maintenant qu'on sait l'essentiel, on va pouvoir décortiquer notre premier programme. On va commencer par le truc le plus simple possible. Donc là par exemple je fais un petit vim x1.c. Donc on voit une fonction toto qui ne renvoie rien et qui ne fait rien. Et puis c'est tout. Donc ensuite, si je fais un petit objdump sur le fichier compilé, on va y voir ce qu'il y a là-dedans. Donc la section .text qu'on a vu. Alors on voit que la toute première instruction de notre fonction est nbr64. Ne soyez pas frustrés, mais celle-ci on va se la garder pour plus tard, plus loin dans cette série de vidéos. Donc globalement, tant qu'on ne se fait pas hacker, on peut considérer que cette instruction ne fait rien. Ensuite, on voit des choses comme push %RBP, move %RSP, %RBP. Comment on déchiffre tout ça? Alors, première chose à savoir, c'est qu'on a des instructions qu'on appelle sans rien de plus, comme le NBR64 qu'on s'est gardé pour plus tard, mais aussi NOP et RET qu'on va voir dans cette vidéo. Mais on a aussi des instructions qui peuvent prendre un ou plusieurs opérandes, comme ici push RBP, ou push est l'instruction, et RBP l'opérande. Ou encore move RSP RBP, dont l'instruction est move, et les opérandes sont RSP et RBP. Avant de rentrer dans les détails, vous devez savoir que ces mots, ou mnémoniques, sont les traductions pour nous humains du vrai code machine, dont on peut voir l'exemple sur la gauche. Et dans votre vie, vous allez croiser principalement deux façons de traduire le code machine pour le x86. La syntaxe AT&T, qui est celle utilisée par défaut par les outils comme objdump, GDB, etc. et la syntaxe Intel. J'ai l'impression que la majorité des gens, en tout cas ceux qui écrivent des livres ou font des tutos, préfèrent la syntaxe Intel, alors que je préfère la syntaxe AT&T. Mais bon, c'est un peu comme 4 espaces versus tabulation, ou chocolatine versus pain au chocolat. Chacun voit midi à sa porte. Cela étant dit, au-delà de l'aspect goût personnel, je vous conseille de savoir lire les deux, parce que vous croiserez les deux. Mais quelles sont les différences? Donc voici les principales. En AT&T, on va avoir les opérandes source et destination dans l'ordre inverse d'Intel. Par exemple, si je reprends mon objdump et que j'y ajoute -m Intel, je vois ceci. Move RBP, RSP. Donc si on compare nos syntaxes, en AT&T, on a instruction, opérande source, opérande destination. Alors qu'en syntaxe Intel, on a instruction, opérande destination, opérande source. Vous avez aussi probablement remarqué qu'ici nos opérandes sont des registres, et qu'en AT&T on a des pourcents devant les noms des registres, alors qu'en Intel non. Pour les nombres, AT&T va aussi ajouter un $, alors qu'Intel non. Quand on verra un peu l'arithmétique et les mots d'adressage, vous verrez aussi qu'en AT&T on utilise des parenthèses, alors qu'en Intel on utilise des crochets. Une dernière grosse différence, l'identification de la taille des opérandes. Donc en AT&T, si on doit préciser une taille particulière, bon, par exemple si on travaille avec des adresses, qu'on ajoute une lettre à l'instruction. Par exemple, vous vous souvenez peut-être avoir vu pushQ
dans la précédente vidéo. Bon, peut-être pas, en tout cas c'est pas un super exemple, mais bon ça existe. En syntaxe AT&T, cela signifie qu'on travaille avec un quad word. On y reviendra, mais globalement ça veut dire un opérand de 64 bits. En revanche, en syntaxe Intel, on va garder le mot de base, donc push pour garder le même exemple, mais préciser la taille avant l'opérand. Et voici un autre exemple avec move, donc en syntaxe AT&T on a move Q, et en syntaxe Intel on garde move, mais on rajoute quad PTR. Bon, déjà, rien qu'avec ça, vous êtes paré pour comprendre la description de la majorité des instructions pour le x86-64. Il suffit d'aller sur internet, chercher le nom de votre instruction et bim, vous avez toutes les billes pour comprendre ce qu'il dit. Ça ne nous empêche pas de voir nos premières instructions ici. On va donc commencer par le push. L'instruction push permet de pousser quelque chose sur le stack. Normalement, vous savez déjà au moins vaguement ce qu'est le stack, ou la pile en français, mais on va quand même décrire un petit peu le bazar dans cette vidéo, parce que ça va nous aider à mieux comprendre ce qu'on lit. Bref, push a besoin d'un opérand pour savoir quoi mettre sur le stack. Ici, dans notre exemple, il s'agit d'un registre RBP. Cela dit, on peut aussi lui passer une adresse en mémoire. On parle donc de mode d'adressage. On distingue en général 3 modes d'adressage. Un registre, une adresse mémoire, ou la valeur pointée par l'adresse, mais on y reviendra, ou une valeur directe qu'on appelle immediate. L'instruction push n'autorise que les 2 premiers modes. Je reviens donc à notre exemple, push %RBP. Cela veut dire que le contenu du registre RBP va être mis sur le stack. L'opération inverse va être réalisée avec l'instruction pop. On la voit d'ailleurs dans notre exemple, pop %RBP, qui va donc prendre le dernier élément du stack pour le mettre dans le registre RBP. Pour continuer sur notre exemple, nous avons l'instruction move RSP RBP. Ici, contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, l'instruction move copie de la source vers la destination. Donc ici on copie le contenu du registre RSP et on le met dans le registre RBP. À la différence de push, move accepte les 3 modes d'adressage, mais avec principalement une limitation. On ne peut pas avoir une adresse mémoire pour les 2 opérands. Donc c'est pour ça que des fois vous verrez des trucs bizarres avec move, c'est normal, c'est dû à cette limitation. Allez, on continue à disséquer notre fonction. La prochaine instruction est nop. Et cette instruction porte bien son nom, elle ne fait rien. C'est la contraction de no operation. La question que vous vous posez c'est, mais pourquoi on met une instruction pour ne rien faire? Bon, dans notre cas à nous, il n'y a aucune optimisation, donc il est vrai qu'il ne sert pas à grand chose. Mais dans la vraie vie, c'est très utile. Par exemple pour aligner le code en mémoire, mais aussi plein d'autres types d'optimisation en rapport avec le fonctionnement du CPU. Enfin, la dernière instruction de notre fonction est ret, comme return. Puisqu'on est ici dans la fonction toto, une fois qu'elle a fini, il faut bien retourner d'où on vient. Enfin, à l'instruction juste après celle qui a appelé notre fonction toto. Et ret va aller chercher sur le stack l'adresse de cette fameuse instruction et la mettre dans notre registre RIP, qui définit quoi? L'adresse de la prochaine instruction exécutée. Bon voilà, on a fait le tour des instructions de notre fonction, mais pourquoi le compilateur nous a généré ça? Pour répondre à cette question, déjà, il faut garder en tête que nous n'avons pas demandé d'optimisation. Ensuite, il faut comprendre 2 ou 3 bricoles qu'on va voir maintenant. Premièrement, le stack. On l'a évoqué dans la précédente vidéo et au début de cette vidéo. Vous savez déjà que ça correspond à une zone mémoire dédiée à notre process, mais pour accéder à cette zone, il faut respecter les règles du stack club. On a ici affaire à une structure de données de type LIFO, last in, first out, qui correspond bien à l'idée de pile. On voit souvent l'analogie avec une pile d'assiettes ou de dossiers. L'idée générale, c'est que lorsqu'on a besoin de quelque chose pour travailler, on va le mettre sur la pile. Par exemple, si je déclare un integer dans ma fonction, il va se retrouver sur la pile. Une fois sorti de la fonction, notre integer va ressortir de la pile. On s'en sert aussi pour passer certains arguments lorsqu'on appelle une fonction. Cette organisation va permettre de garder la trace de tout notre voyage au cours du déroulement de notre process. Ce n'est peut-être pas encore clair maintenant, mais ça va le devenir bientôt. Maintenant, on va parler d'un concept qui découle de ce stack, les stack frames. Vous vous souvenez que le stack grandit vers les adresses de plus petites valeurs? Eh bien, il y a quelqu'un que vous connaissez déjà et qui marque le point le plus bas à chaque étape de notre process. C'est qui? Bravo, c'est le registre RSP. Il porte bien son nom, Stack Pointer. Et ce registre va de pair avec un copain à lui, le registre RBP, pour Base Pointer. Mais à quoi peut servir ce pointeur? On sait déjà où le stack commence et ça ne bouge pas. Alors oui, c'est vrai. En revanche, lorsque j'entre dans une fonction, comment je fais pour savoir la portée de mes variables? J'accède sans complexe aux variables définies avant? Et quand j'aurai terminé ma fonction, comment le CPU sait où aller? Il continue à la suite? Eh ben non. En fait, à chaque fois qu'on va descendre dans une fonction, on va bouger RBP,
là où était RSP, et bien sûr descendre RSP au besoin pour pouvoir mettre des choses sur le stack. Et bien en faisant cela, on a défini ce qu'on appelle un stack frame. En gros, c'est un petit bout de stack qu'on se réserve pour notre fonction. Et le fait d'empiler des petits bouts de stack nous permet d'intercaler des infos, comme par exemple où retourner quand notre fonction a fini, c'est-à-dire l'instruction juste après l'appel à notre fonction. Ne vous inquiétez pas, dans la prochaine vidéo, on va dérouler un exemple très détaillé pour illustrer tout ce qu'on a vu. Et merci, au revoir.